Alors moi je vais parler de numérisation. Je ne vais pas vous parler de numérisation comme un archiviste le ferait, mais je vais vous parler plutôt comme un généalogiste, on va dire, éclairé le ferait, plutôt comme ça. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents types de numérisation qu'on peut faire, du plus simple au plus évolué, on va dire. Alors la première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut numériser et de quoi on va parler aujourd'hui. Donc il y a plusieurs types de documents qu'on est prêt à numériser quand on est généalogiste. Déjà les archives privées, donc la fameuse boîte aux chaussures ou le tiroir de sa grande-tante qui contient plein d'actes du XIVe siècle, du XVe siècle ou des faire-part plus récents. C'est un premier type de document. Lorsqu'on se déplace aux archives, donc on n'a pas forcément besoin de la même chose, ça va être soit pour faire un document unitaire, soit pour faire des registres un peu plus complets. Le généalogiste est un peu généreux et donc des fois il va faire le registre complet au lieu de juste faire l'acte qui l'intéresse. Excusez-moi, vous mettez en ligne votre PowerPoint ? Oui, on le mettra après, oui, tout à fait. Voilà. On peut également décider de faire numériser la collection d'actes papier qu'on a accumulés dans le temps, on va dire, avant que tout soit sur Internet. Mais aussi, par exemple, les revues de son association favorite qui prennent 3 placards, ou ces notes de recherche qui peuvent également prendre beaucoup de place. Donc ça va être les sujets d'aujourd'hui. Et le dernier sujet, bien sûr, c'est les photos de famille ou les films. Ça fera l'objet d'une autre présentation, parce que c'est vraiment très différent en termes de présentation et en termes de numérisation. Donc aujourd'hui, ça va être les archives. Voilà pour le type de document. Alors quel type de matériel ? Il y a un petit peu tous les types de matériel sur la photo. Alors le premier, ça va être le bilinographe. Alors vous pouvez toujours essayer de le faire, c'est le petit appareil qui est là en bas. En fait, c'est le premier scanner qui est sorti, c'est un bilinographe. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. C'est un appareil qui est sorti en 1920, ça marche plus, bien sûr. Mais ça permettait de scanner. Bon, plus sérieusement, alors, on peut imaginer d'utiliser un scanner à plat ou un scanner d'affinement qu'on peut retrouver là en bas. Alors le scanner, sans dévoiler la suite du sujet, c'est plutôt un appareil qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, qui était très à la mode, on va dire, il y a 15 ans, qui n'est plus du tout. Il y a plein de bonnes raisons, peut-être des moins bonnes raisons, mais c'est plus aujourd'hui, voilà, c'est plus aujourd'hui en tout cas le matériel qui est plutôt recommandé. Il y a des atouts pour certains documents. Ah, oui. Pour certains documents, oui. Ça rend des services. J'en parlerai un petit peu après aussi. Alors son appareil photo, bien sûr, mais la question ça va plutôt être de comment bien utiliser l'appareil photo, qui aujourd'hui est largement suffisant, mais il faut arriver à l'utiliser comme il faut. Et puis le smartphone, on peut également se poser la question, est-ce qu'il faut utiliser autre chose ? Ça va dépendre en fonction des usages. Donc la conclusion un tout petit peu sur le matériel, c'est chaque matériel est utile en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc je vais détailler les différents cas d'usage pour chaque type de matériel donné. Donc on va commencer par ce qui est le plus simple, c'est le smartphone. Alors le smartphone, il est idéal quand on va par exemple aux archives et puis qu'on n'a que quelques actes à faire. C'est toujours moins encombrant qu'un appareil photo. Le scanner, c'est pas la peine d'y penser parce que ça abîme les documents et l'archiviste vous mettrait dehors évidemment. Alors le smartphone, ça va être bien pour les documents unitaires. L'astuce là-dessus, ça va être d'utiliser une app. Alors pourquoi utiliser une app dédiée, donc pas uniquement l'appareil photo standard. Ça va vous permettre de faire de la retouche de photos automatique, donc les couleurs, vous allez pouvoir passer en couleur, en noir et blanc, recadrer, redresser automatiquement tout ça. L'OCR, évidemment ça ne va pas faire de la paléographie, il ne faut pas rêver, mais au moins sur des textes, un article d'une revue, ou des textes d'historique ou autre, l'OCR c'est très pratique. Le backup éventuellement sur un service de cloud automatique. Et le partage, vous pouvez scanner l'acte qui va bien, l'envoyer à un correspondant en un clic. En un clic sur le téléphone. Alors quelques applications, c'est pas exhaustif, il y en a des gratuites, des payantes. Vous allez avoir Cam Scanner Phone, qui est une version gratuite qui suffit largement pour les usages standards, on va dire. La version complète étant à 5 €. Scanbot, où là c'est un petit peu plus cher, mais c'est pareil, la version de démonstration ira très bien. Office Lens, qui est de Microsoft en l'occurrence, et qui celle-ci est gratuite. Evernote, qui est gratuite, mais par contre il faut un abonnement à Evernote si on veut aller un petit peu plus loin. Donc après, il n'y a pas de religion, ça va être un petit peu à vous de les tester. Moi j'utilise
celle-ci en l'occurrence, Cam Scanner. Donc je ne vais pas vous faire la démo en direct, c'est très simple d'usage, voilà. Moi, en fait, on peut le faire même à partir de photos, là, par exemple, de l'écran. Tout à fait, ça marche sur l'écran, ça marche sur des documents. Ça reprend en fait le format. Voilà, alors là sur l'exemple, c'est une photo d'un article d'une revue d'une mairie, sur une nappe absolument horrible en termes de colorimétrie. Et donc, c'est arrivé à me détourer la bonne photo parce que c'est fait en automatique en fait. Donc on fait la photo et ça nous repère l'emplacement de la feuille au milieu. Là par exemple, il a pris la photo de l'écran. Et ça repère l'emplacement, c'est ça. Voilà, c'est le même principe donc, que là. Deuxième écran, donc là il nous propose des différentes options. Alors qualité faible, qualité supérieure, niveau de gris, noir et blanc. J'avais choisi niveau de gris pour garder un contraste un peu fort et puis enlever la couleur saumon qui empêche de lire. Et à la fin, ça m'a même permis et proposé de faire le CR dessus. Voilà, donc là c'est très très simple à utiliser. Et voilà, pour des usages, on va dire standards, un article à numériser, quelques actes unitaires, ça suffira largement. Après, l'idéal, c'est d'envoyer ça sur un service cloud pour le récupérer plus facilement sur l'ordinateur, ou simplement d'envoyer un mail et puis vous envoyez les fichiers en pièces jointes. Voilà sur le premier usage, donc l'application. Deuxième cas, l'appareil photo. Alors ça va être idéal pour numériser des archives en grand nombre, évidemment. Quel type d'appareil? Presque tous, je dirais. La seule chose, c'est éviter le petit compact d'entrée de gamme. Votre téléphone ou smartphone un peu récent sera nettement meilleur qu'un appareil compact qui n'aura pas un gros objectif, qui aura un processeur qui est très léger, et donc dans ces cas-là, on va dire que le téléphone serait mieux. Alors quels sont les avantages? Évidemment, on peut faire des photos en plus grande quantité plus facilement qu'avec un smartphone. C'est beaucoup plus rapide. Le seul souci, c'est que c'est fatigant, parce que porter l'appareil à bout de bras quand on a 1000 documents à faire, c'est pas très pratique. Il n'y aura pas de retouche automatique, donc si votre photo est mal faite, il faudra vous-même faire les retouches derrière, ce qui est beaucoup plus long. Et puis, il n'y a pas de sauvegarde non plus automatique, donc si vous voulez les envoyer, les partager, l'appareil photo, c'est forcément plus complexe et laborieux. Alors, pour continuer sur l'appareil photo, la solution, ça va être d'utiliser un pied photo. Alors, vous aurez une présentation après, donc je vais passer assez court. Vous pouvez utiliser un pied avec une colonne inversable. On en trouve autour de 100 €. Tous les pieds ne le font pas, mais c'est assez simple à utiliser. Vous mettez le pied à l'envers, enfin vous mettez le pied, vous inversez la colonne, l'appareil photo dessous. La seule difficulté, c'est que si vous avez un document un peu large, ça ne va pas être très pratique. Donc pour faire des documents un peu larges, pour éviter de prendre les pieds ou avoir des ombres, vous pouvez utiliser un pied avec un bras, donc c'est le même pied sur lequel on va brancher un bras pour l'appareil photo. Donc c'est l'exemple que vous avez là, est un bras du même type. On trouve ça autour de 50 €, ça se connecte sur le pied et ça permet de déporter l'appareil photo au-dessus du document. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ombre et plus de problème. La dernière astuce qu'on peut utiliser en solution simple, je reviendrai sur une solution plus compliquée après, c'est une télécommande. Si votre appareil est télécommandable, c'est un réflexe, un hybride ou même des compacts un peu experts. Vous achetez une télécommande et vous avez l'appareil photo, la télécommande et vous tournez juste les pages. Voilà. Sauf que ce genre de matériel, on ne peut pas l'emmener en archive. Ah, si, ça s'en même. Si. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Je vais vous présenter rapidement, je vous ferai une démonstration tout de suite après de la solution qui est là. Et en l'occurrence, la solution, l'appareil photo, le pied, le déport, c'est ce que GeneaNet prête aux gens qui font des photos pour nous aux archives. Voilà, donc il n'y a pas de gros problème pour emporter ça en archive. Il y a une difficulté avec ça, c'est qu'en fait le document est bombé et il faut le tenir. Oui, il ne faut pas l'abîmer en même temps. Là pour aller plus loin sur le pied photo, si on veut faire des documents de très grande qualité, c'est pour ça que je disais que c'est pas forcément un travail d'archiviste, il faudrait un système qui va permettre de surélever le document pour que ce soit, si c'est un registre par exemple, il faut surélever un côté pour arriver à avoir un équilibre et une feuille plate. Sur un document plat, la bonne solution ce serait éventuellement du verre. Le problème du verre, c'est que ça peut être un petit peu réfléchissant et c'est pas forcément idéal pour faire la photo.
Donc plusieurs photos en tenant les 4 angles ou en mettant un papier sur les 4 angles pour faire la photo correcte. Dans certaines Voilà. archives, ils donnent des espèces de trucs de plomb là. Oui, tout à fait, pour aplatir le document. Ça revient à ça, mais chez soi, ça devient déjà un peu plus fastidieux et puis ça rajoute du temps sur la photo. Et au final, c'est pas forcément très utile, même s'il y a un coin qui est pas très lisible, sauf sur des documents très très mal écrits, il n'y en aura pas forcément besoin. Souvent, la difficulté, c'est ça, quand on a vraiment beaucoup de. Si on veut faire un registre complet, ça devient. Là, j'ai la dernière solution, justement, c'est le top. Le top, entre guillemets, c'est le top pour l'usage, on va dire, du généalogiste. En fait, la solution, ça va être celle qui est là. C'est toujours donc un appareil photo cette fois-ci. Par contre, c'est bien s'il est Wi-Fi. Alors, il y a les gammes compactes en Nikon, Canon, il y en a d'autres. J'ai testé les solutions Nikon et Canon, parce qu'en fait, derrière cette fonction Wi-Fi, il faut une application qui tient la route pour un smartphone ou une tablette. Et donc, vous allez pouvoir connecter l'appareil photo, la tablette, ce qui fait que vous avez un écran de déport pour voir que la photo est bien faite et vous ne la prenez pas en aveugle, en fait. Et donc quand vous tournez les pages, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être sûr que l'appareil photo est bien synchronisé, vous le voyez sur l'écran. Le déport ou la perche, ça dépend ce qu'on veut faire, un smartphone, une tablette, des batteries supplémentaires ou une batterie externe parce que ça s'use très vite, surtout avec la connexion Wi-Fi, et une pédale, ce qui fait que vous avez les mains libres pour aller faire les photos. Voilà, alors je vous ferai voir la démonstration tout de suite après, en l'occurrence, de cette solution-là. Alors là, vous avez une tablette avec un clavier, mais ça marche avec n'importe quel smartphone ou tablette. À peu près. En tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font nos photographes avec ça. Évidemment, il faut que le registre soit les liasses. Il n'y ait pas à dérouler des petits bouts de papier sur chaque liasse, sinon ça passera pas. Ou à tourner des pages et tourner des papiers. Mais oui, ça en fait les 1000 photos à l'heure sans problème. Même si on en fait 500, c'est déjà pas mal au début. Mais avec un peu d'expérience, ça passe. Alors il y a d'autres solutions, je vais passer assez vite. On pourra échanger éventuellement après dessus. Il y a une solution qui s'appelle Click Archive. Donc c'est une solution spécialisée qui est développée, je ne sais plus le nom de la personne, mais par un passionné de généalogie qui est dans le Dauphiné et qui a conçu une solution en fait à partir d'un scanner avec une lumière, une pédale de contrôle là aussi, il y a un tapis de cadrage également pour placer le document de manière optimale et avoir un fond uniforme. La seule contrainte, c'est qu'il faut un ordinateur pour faire des photos. Donc c'est moins pratique qu'une tablette ou un téléphone. La solution est à 380 €, je crois, avec le logiciel, le scanner et tout compris. Un autre type de matériel, ça va être un scanner professionnel avec chargeur. Alors là, c'est destructeur, c'est pas du tout fait pour des documents d'archives, mais si vous avez une collection de petites fiches que vous aviez remplies, une collection de faire-part anciens par exemple, des revues d'association, vous pouvez les massicoter et numériser le tout. Et là, c'est ultra rapide, vous chargez les photos, enfin les documents, ça vous sort un PDF en sortie ou les images numérisées. Donc c'est sur des usages très précis. L'appareil n'est pas très cher, il y en a autour de 300 €, je pense, dans les premiers prix. Mais sur des usages précis, ça peut être pratique. Alors j'ai volontairement oublié le scanner à plat. Le scanner à plat, il a plusieurs soucis. C'est qu'il est assez lent. Il ne va pas être très rapide. Sur des documents d'archives, c'est fortement déconseillé parce que la lumière est très mauvaise. Donc ça va plutôt être pour des actes unitaires qui n'ont pas de valeur patrimoniale, des photocopies, des choses comme ça, où le scanner peut faire l'affaire. Voilà. Sur les solutions, et donc l'étape suivante, c'était une démonstration de la tablette. Alors, il faut que je fasse les branchements. Vous voyez tout, c'est parfait. Alors, c'est un appareil de photo, donc c'est un Canon Wi-Fi, c'est un Canon assez récent, c'est un 710. Il doit coûter dans les 200 €. Maintenant, il y a des appareils beaucoup moins chers en Canon et qui marchent aussi. Celui-ci avait juste l'avantage d'être très rapide et de permettre de faire des photos suffisamment rapides. Donc c'est assez simple, en fait, on a une couche Wi-Fi sur l'appareil photo, voilà.
Et ensuite, on va aller sur le téléphone ou la tablette, se connecter à l'appareil photo. Voilà, donc je suis connecté, c'est le Canon qui est là devant. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'application donc, qui est fournie avec l'appareil photo. Donc là, c'est Caméra Connect. Je vais faire prise de vue à distance. Il va se connecter avec l'appareil photo. Hop. Et voilà. Alors après, il faut faire un petit peu de réglage. Je ne vais pas forcément vous le caler de manière le plus optimale possible, mais un petit peu quand même. Hop. Oui, ça, c'est... Voilà. C'est pas vraiment idéal. Voilà. Donc après, il faut juste arriver à se caler, à se repérer dans un appareil qui est inversé. Alors la prévisualisation n'est pas de très bonne qualité, mais c'est juste pour économiser de la bande passante et pour aller plus vite. En fait, les photos sont stockées sur la carte mémoire de l'appareil, elles ne sont pas stockées sur la tablette. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de transmission et le délai entre les deux, et que ça permet de faire des photos très rapides. Alors il y a deux solutions, soit vous appuyez là-dessus et puis ça fait la photo, donc après il faut tourner les pages. Hop, je ne vais pas vous faire toute la série. Et donc l'autre piste pour avoir les deux mains libres, c'est d'utiliser une pédale pour se brancher dessus. Donc en fait, c'est des pédales qui coûtent une dizaine d'euros sur Amazon par exemple. On pourra vous donner les références si vous voulez. Excusez-moi, ça s'appelle comment les pédales? C'est une pédale HID. Voilà, mais je mettrai les liens dans la présentation, ce sera mieux. Qui se connecte à une tablette ou un téléphone. La seule difficulté de ça, c'est que c'est une pédale, donc c'est pas une souris. Donc pour arriver à placer le curseur sur la touche qui va bien de l'application, en fait il faut une souris sur le téléphone ou la tablette. Donc là c'est une tablette qui a un clavier, donc il y a une souris qui est intégrée, mais il suffit d'avoir une souris Bluetooth avec n'importe quel smartphone ou tablette qui coûte une vingtaine d'euros et qui permet de faire la même chose. Voilà. Après la pédale est loin d'être indispensable pour faire les photos. Ça permet juste de libérer une main. Et donc après, on appuie dessus. Voilà. Il faut être assis pour faire les 1000 photos par heure, mais ça fonctionne. Voilà. En gros, le système, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est à peu près tout. Et ça permet de faire des photos à la chaîne sans avoir un matériel qui est très cher. Si vous regardez bien, je pense que la plupart, si vous avez des appareils, ils sont Wi-Fi. Donc ça marche avec Canon, Nikon, mais avec Samsung ça doit marcher aussi, avec Panasonic, etc. Si c'est un appareil réflexe, ça marchera forcément. Le seul problème, le réflexe, c'est qu'il faudra un bras qui est assez lourd, assez costaud pour accueillir le réflexe en face. Voilà sur la rapide démonstration de la tablette. Je pourrais préciser tout de suite après, parce que pour l'occurrence, ça va être les questions. Hop, voilà. Donc je vous propose, si vous avez des questions ou échanger ou d'autres solutions. J'ai un autre type de matériel, mais je ne vais pas vous en faire la démonstration parce que c'était pas très utile. C'est une antiquité. En fait, c'est fait pour faire des photos de microfilm. Donc vous avez des diapositives. Donc on peut en parler plus tard. C'est un simple appareil photo. Donc là, c'est un compact déjà un petit peu ancien, mais ça marche sur des appareils plus récents, dans lequel on a un système de loupe. Donc c'est branché sur l'appareil et on pose ça ici. Alors j'ai pas le microfilm sous le coude, donc je peux pas vous en faire voir, mais vous mettez la bobine de microfilm du côté ou le diapositive au milieu et ça fait une photo du microfilm de qualité tout à fait correcte. Et ce grand microfilm, ça existe encore? C'est commercialisé? C'est une très bonne question. Non, c'est une antiquité, mais qui date d'il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est fait pour faire des photos d'antiquité, mais il y a 4 ou 5 ans, ça se vendait encore. En fait, c'est du matériel, entre guillemets, qui a été bricolé. C'est pas produit à la chaîne. Je pense que ça doit exister parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de... Ça doit encore exister. De moderne. Voilà, alors c'est vraiment un usage sur du microfilm. Il y a très peu de gens qui ont des microfilms, donc je n'ai même pas cherché si ça existait encore, mais je pourrais regarder si le vendeur les fait encore. Sur des diapositives, en fait, il y a des appareils beaucoup plus adaptés que ça et qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, c'est plus sur de la numérisation de photos, donc je ne l'ai pas abordé là.
Et là, c'est vraiment fait pour des microfilms puisqu'on tourne la bobine au fil de l'eau. Voilà. Voilà, si d'autres pratiques ou d'autres... Oui. On parlait de tablettes Pixo. C'est aussi applicable sur Android ou c'est du Microsoft? Ah, là, c'est Android en fait. Hein. Oui, c'est vraiment une tablette. Alors, il y a le clavier, mais c'est une tablette, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est juste qu'il y a un support qui est plus pratique. Mais c'est Android et sur iOS, c'est la même chose en fait. Hein. Les applications fonctionnent, il n'y a pas besoin d'acheter une tablette, ni un téléphone. Donc voilà, ça fait juste une solution, on va dire, pas très chère pour faire des photos avec une qualité à peu près correcte, on va dire. C'est pas un travail d'archiviste, c'est juste un travail des généalogistes qui veulent conserver ces documents ou les partager. C'est plutôt comme ça. Voilà. S'il y avait d'autres questions. Du type de fichier, on est en JPEG là. Oui, c'est du JPEG. Après, c'est un peu faux parce que si vous avez un appareil qui permet de faire du RAW, vous pouvez faire du RAW. Hein, c'est pas le problème, puisqu'en fait, les photos sont stockées sur l'appareil photo, donc il n'y a pas de délai d'attente. Si vous voulez faire du RAW, c'est possible. Voilà. Et quel est le format le plus intéressant justement pour conserver ces photos? Alors là, le format, c'est... Après, ça dépend. Si vous voulez retraiter vos photos, faire vraiment de quelque chose d'assez fin, le RAW sera plus adapté que le JPEG. Si c'est pour faire des documents qui sont complètement lisibles, une simple photo, il n'y a pas besoin de la retravailler. Là, c'est des faire-peints en l'occurrence. Ils sont d'une qualité tout à fait correcte. Un simple JPEG en qualité maximum de l'appareil, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Voilà. Il faut adapter un petit peu le type de document et le type de format à ce que vous voulez numériser. C'est pas la peine de faire des fichiers énormes que vous aurez du mal à partager, à stocker, pour finalement juste quelque chose qui soit lisible et qui soit de qualité correcte, quoi. Voilà. Pour faire un plan, ce serait différent. Mais c'est pas ce matériel-là qu'il faudrait. Voilà. Je sais pas si d'autres ont d'autres. Moi, j'ai la question minute. Oui. C'est quel format, pérenne dans le temps, parce que quand on fait de la généalogie, ah bah là, je laisserai ma pas pour 5 ans, on oui. espère toujours transmettre les choses à ses descendants, en tout cas que ce soit pérenne, puisque c'est une sorte de verticalité, la généalogie, qui ne va pas du tout dans le même sens que les technologies, qui apportent plein de choses, ça c'est évident. Mais d'ici 5 ans, j'aimerais bien qu'on me dise quel format va pouvoir être encore lu, sur quel ordinateur, avec quel logiciel. Hein. Alors je laisserai Raphaël en parler tout à l'heure parce que ça fait l'objet de sa présentation en l'occurrence. Je peux juste vous répondre rapidement en fait. L'informatique, en fait, les formats évoluent en permanence et ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut refaire son format régulièrement. Donc si on stocke ça sur un support, il faut changer de support régulièrement. Si on stocke ça dans un format, il faut relire régulièrement ces fichiers pour éventuellement le faire évoluer de format. Voilà, mais Raphaël en parlera plus longuement. Oui, un microfilm, c'est toujours lisible, mais dans 4 ou 5 ans, ça va être très difficile de trouver des numérisateurs de microfilms parce que tout le monde aura numérisé les siens. Et donc en fait, c'est pas que des formats informatiques, c'est des formats microfilms qui sont pas plus aujourd'hui, qui sont assez difficiles à lire. Des magnétoscopes, c'est le même problème, ou des disquettes, c'est des formats qui sont pas numériques. Des microfilms. Là, il y en avait pour combien entre la loupe et le banc? Alors l'appareil photo, l'appareil photo devait coûter autour de 200-250 €, guère plus. En tout cas, c'est ce type d'appareil-là. Ça suffit largement pour faire une photo. Et le banc, c'était peut-être une centaine d'euros. Je ne saurais pas vous dire le prix, il faudrait que je cherche, mais pas plus cher que ça. Et l'objectif, la loupe? Alors la loupe, c'était compris avec, c'est rien du tout. En fait, c'est une loupe, mais ça coûte rien du tout. C'est vraiment pas ça qui est coûteux. En fait, l'important, c'est juste d'avoir un tube noir. La loupe au milieu permet d'agrandir, mais ce ne serait pas indispensable. Voilà. Quant à cette solution-là, c'est une 150 €, on va dire, pour le pied d'une qualité correcte plus un déport, et l'appareil photo, celui-ci est à 250, mais il y en a à 150 qui fonctionnent. Et la tablette, si vous voulez une tablette, ça marche avec un téléphone que vous avez déjà, ou une tablette que vous avez, il n'y a pas besoin ça marche avec de choses un en plus. smartphone aussi, ça? C'est la même chose. Oui, c'est une tablette Android, donc là, ça peut marcher. À la place du téléphone, de l'appareil photo, est-ce qu'on peut mettre une tablette? Vous pourriez, maintenant la tablette ça n'a pas une qualité de photo qui est suffisante, un smartphone aurait une qualité suffisante, mais c'est un peu surdimensionné on va dire pour un smartphone.
vous pouvez le faire, vous aurez du mal déjà à trouver un support pour smartphone qui aille dans ce sens-là, c'est la première chose, donc vous aurez plutôt des petits supports adaptés pour smartphone qui seront moins hauts que ça. Voilà, et un smartphone est assez léger, donc mettre ça sur un pied, c'est un petit peu surdimensionné, on va dire. Donc il vaut mieux le faire à la main comme ça. Oui, alors après, si vous avez 1500 pages, il faut peut-être prendre un appareil photo ou l'emprunter, ce sera plus simple. Voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire, c'est toujours l'usage, adapté d'usage. Oui, mais on fatigue assez vite, même avec un téléphone. J'ai une autre question. Quelle est la marque de votre appareil et quel genre d'objectif avez-vous? Celui-ci? Oui. Là, c'est un Canon SX710, donc c'est un compact, donc il n'y a pas un objectif particulier. C'est un compact un peu expert, on va dire, qui doit faire du plus 20 ou plus 15 en zoom, mais il n'y a pas besoin d'un zoom aussi puissant. Il n'y a pas besoin de zoom particulier, macro ou... Non, les photos sont... alors j'aurais pu vous afficher la photo, mais elles sont de toute manière tout à fait... elles sont de très bonne qualité en fait. Hein. Ce type d'appareil a déjà 4 ou 5 ans. Les photos étaient déjà très lisibles. Celui-ci, il n'y a aucun problème de lisibilité sur des documents, on va dire, standards. Voilà. Juste oui. plaidoyer pour les scanners à plat, c'est que quand on a des négatifs, alors à ce moment-là, il faut avoir un scanner avec d'eau transparente. Mais moi, j'ai énormément de plaques photos anciennes. Tout à fait, oui. Permis de oui, non, tout à fait. Voilà. Donc, bon, effectivement, c'est pas... Voilà, moi, je parlais que des documents d'archives, en l'occurrence, mais sur les négatifs, bien sûr, que les scanners à plat sont très utiles. Photos, ou avoir récupéré que des négatifs photos. Oui, et, oui, c'est l'idéal encore. C'est pas mal. Voilà. Et ça, après, il y a la fonction de parce qu'en fait, c'est la négative, donc après, on a la possibilité de leur mettre. Non, parce que c'est un scanner qui a un dos transparent, ce qu'on appelle un dos transparent qui est lumineux et qui permet de faire la photo. Non. Et du coup, ça... La présentation était vraiment sur les documents d'archives. Donc effectivement, j'ai ignoré tout ce qui était photo, parce qu'il y a plein d'autres solutions. Ça fera, voilà, c'est plus une autre présentation. Parce que sur les diapositives ou sur les négatifs, les scanners restent le mieux de toute façon. Voilà, sinon il faut un écran noir et un tube, ce qui est toujours moins pratique. Voilà. Il n'y avait pas d'autres questions. Je vais laisser la place à Raphaël alors.